Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis. Mettez-vous en ligne, hein, quittez ici. Ah. Mettez-vous en ligne, hein, quittez ici. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Abonnez-vous massivement sur ma page Guégué Complet. Partagez le direct sur vos murs, dans les groupes et tout ce que vous connaissez. On va quitter ici. Voilà. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne massivement, mes frères et sœurs. Connectez-vous, connectez-vous, en quitter ici. C'est très important. On va décortiquer l'aspect géopolitique. C'est très important. Parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Et pourquoi l'Europe ne gagnera pas cette guerre face à la Russie. Pourquoi l'Europe ne gagnera pas cette guerre face à la Russie. C'est très important. Et donc, dans cette vidéo, si vous écoutez très bien, vous saurez pourquoi l'incontournable guerre compris dit pourquoi l'Europe ne gagnera pas cette guerre face à la Russie. Merci pour la personne qui a mis Maurice Bayala. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, maternelles comme paternelles, ainsi que votre petite famille, c'est-à-dire vos enfants, madame, et voilà. Donc, que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Donnez-moi mes étoiles, mes frères. Donnez encore. Voici quelqu'un qui est très généreux, qui me soutient, qui a donné 200 étoiles, tout d'un coup. Donc, vous les autres aussi, vous pouvez aussi faire pareil. Vous pouvez faire pareil. C'est-à-dire, c'est un geste de truc de charité. C'est très important. Donc, c'est important. Cette fois-ci, je ne vais pas me mouiller la gorge. Je ne vais pas me mouiller la gorge, mais la prochaine fois, je n'hésiterai point à me mouiller la gorge. Afin de pouvoir mieux verbaliser le sujet. L'incontournable. Mario Zagallo. Donnez-moi merci d'Eric le visionnaire. Alors, donc nous allons commencer tout à l'heure. On va commencer sans trop tarder. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué Complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari des eaux. Ou la Moudja. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui vient de me donner au moins 200 étoiles encore, donc ça fait 400 étoiles. Donnez-moi mes étoiles. Donnez-moi les étoiles. Seul, c'est vous qui m'encouragez. Donc, si vous m'encouragez, on va aller en profondeur dans les analyses. C'est très important. Donc, ces analyses sont importantes pour nous aussi, Africains. Il faudrait qu'on comprenne ce qui se passe. Voilà. On doit comprendre ce qui se passe dans le monde. Parce que le monde qui vient là ne sera pas comme le monde que nous avions vécu. Ou bien ce que nous vivons. Non, le monde change. Le monde change, donc tout doit changer. Alors, pourquoi Guégué Complet dit que l'Europe ne gagnera pas la guerre face à la Russie? Parce que ce qui se passe, c'est une guerre face à la Russie. C'est une guerre face à la Russie. La Russie gagnera sur tous les plans. Répétez, Guégué Complet dit la Russie gagnera sur tous les plans. Ce n'est pas une question d'être fanatique ou bien émotionnel. C'est une vérité absolue. Alors, cette histoire de l'Ukraine, ce n'est pas la Russie qui a provoqué ça. Ça, c'est un. Donc, allons-y d'abord terre à terre. Si la Russie a lancé une opération spéciale en Ukraine, c'est parce que quelque chose s'est passé. Parce que pourquoi les autres pays, l'Ukraine n'est pas le seul pays qui est autour de la Russie. Il y a le Kazakhstan, il y a la Géorgie. Quand la Russie avait lancé une opération en Géorgie, c'était pour quelque chose. Non, il y a la Géorgie, il y a l'Ukraine, il y a la Finlande, il y a la Biélorussie. Est-ce que vous comprenez? Et en dehors de ça, il y a d'autres pays où la Russie même a des bases militaires.
l'Arménie, le Kyrgyzstan, et j'en passe. Pourquoi c'est l'Ukraine, la Russie attaque? Pourquoi c'est en Ukraine, la Russie mène son opération spéciale? C'est tout simplement. C'est pas parce que l'Ukraine veut son indépendance. L'Ukraine avait déjà eu son indépendance en 1991. Le problème, c'est la question de l'OTAN. L'OTAN. Parce que les Américains, leur vœu, c'est de tout faire pour séparer l'Ukraine de la Russie. C'est de tout faire pour faire à ce que la Russie devienne une puissance régionale, pour ne pas que la Russie soit une superpuissance. Parce que si les Américains ne font pas cela, la Russie va défier les Américains sur tous les fronts à travers le monde. Et c'est la seule puissance militaire dans ce monde que craignent les Américains. C'est la puissance militaire russe qui, elle, est capable de détruire aussi les États-Unis. Et donc, dans la vision américaine, il fallait tout faire pour implanter des missiles en Ukraine. Mais en faisant ça, les Américains étaient conscients que les Russes n'allaient pas rester tranquilles. Ils allaient agir. Et donc, pour les Américains, c'était un piège dans lequel ils tiraient la Russie pour pousser les Russes à lancer une opération militaire sur le territoire ukrainien. Ça, c'est un premier piège. Donc, le premier piège, c'est-à-dire pousser les Russes à bout pour qu'ils déclenchent la guerre face à l'Ukraine. Maintenant, dans le cas contraire, si la Russie ne déclenchait pas la guerre face à l'Ukraine, les États-Unis allaient s'installer, créer des bases militaires et positionner des missiles sur Moscou, menaçant directement Moscou. Et donc, en faisant cela, ils avaient trois objectifs. Soit la Russie ne réagissait pas, et puis eux, ils s'installaient convenablement sur le territoire ukrainien. Deux, soit la Russie réagit, elle lance une opération militaire de la manière elle a faite, et les Américains automatiquement décident de combattre la Russie, l'Ukraine interposée, par l'Ukraine interposée, c'est-à-dire en se cachant derrière l'Ukraine, pour affaiblir la Russie parce qu'ils ne veulent pas une guerre frontale directe avec la Russie de peur de se prendre des missiles sur le territoire américain. Parce que depuis que l'État américain a été créé, il n'y a jamais eu de guerre entre l'État américain avec un autre État puissant pour que cette guerre se passe sur leur territoire. Et donc, eux, ils ne veulent pas affronter la Russie directement parce que le monde a changé. Avec les missiles d'aujourd'hui, on peut lancer un missile balistique pour frapper d'un bout à un autre bout du monde. Et les missiles russes sont à 18 000 km de portée. C'est-à-dire, Côte d'Ivoire, France, ça fait 6 000 km. Mais les missiles russes, là, eux, là, ils vont à 18 000 km. Donc, vous comprenez que depuis Moscou, la Russie peut viser tout le territoire américain. De la manière, l'Amérique aussi, depuis les États-Unis, peuvent viser tout le territoire russe. Non, pas tout le territoire, une partie du territoire russe. Donc, vous comprenez. Alors, donc, ils combattent les Russes par Ukraine interposée. L'objectif, affaiblir la Russie. Ça, c'est militairement parlant. C'est-à-dire, en combattant la Russie, ils arment les Ukrainiens, ils combattent les Russes pour pousser les Russes à perdre une très grande partie de leur armée. Ce qui limiterait l'intervention de la Russie à travers le monde. Parce que si vous n'avez plus assez d'équipements militaires, mais s'il y a des opérations sur un autre champ de théâtre, mais vous n'allez pas pouvoir réagir. Même si on vous demandait de venir, vous allez dire, ah, votre capacité de réaction ne vous permet pas de quitter maintenant votre pays pour aller ailleurs. Donc ça, c'est ce que les Américains, ils espèrent. Troisièmement, ils attendaient les Russes sur ce plan-là pour profiter et mettre la pression sur les pays membres de l'OTAN et les Européens à couper tout lien avec la Russie. Parce que voir les pays européens se rapprocher de la Russie était un danger pour les États-Unis d'Amérique. Parce que pour eux, l'Europe est un marché global pour eux. Non seulement pour leur armement, non seulement pour leur économie. Donc, ils considèrent l'Europe comme un marché et non
comme des partenaires. Et donc, ils ne veulent pas partager ce marché avec la Russie qui, elle, a tout dans son sous-sol. Et donc, le rapprochement entre la Russie et l'Europe, l'Amérique ne voyait pas ça d'un bon oeil. Il fallait séparer l'Europe de la Russie pour que l'Europe soit affaiblie. Donc là encore, l'Amérique a deux visions. Affaiblir la Russie et affaiblir l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc une Russie affaiblie, une Europe affaiblie. Donc une Russie affaiblie, la Russie ne va plus menacer les Américains. Mais une Europe affaiblie est un bon marché pour les Américains. Ça veut dire que les Européens ne vont plus défier les Américains sur le plan technologique. Et donc les Américains vont être là comme les papas. Et les Européens vont être là comme des enfants. Ils vont leur dicter leurs lois, ce qu'ils doivent faire. Et donc ils vont répondre comme des petits toutous des Américains. Donc c'était ça la vision globale des Américains. Mais ce qu'ils ont calculé, ce n'est pas ce qui se passe. Ils ont cru affaiblir la Russie, mais ils pensaient que la Russie allait s'affaiblir parce que dans leur calcul, ils se sont dit, mais ils avaient piégé l'URSS en Afghanistan et cela avait poussé l'URSS à se disloquer, à s'affaiblir, et c'est ce qui avait fait que l'Union soviétique avait disparu. Donc, dans leur pensée, ils ont cru que la Russie encore c'est l'URSS. Et que cette opération spéciale, la Russie n'a pas pensé à ça, n'a pas pensé à tous les volets. Donc, dès le début, ils ont sanctionné la Russie comme si rien n'était. Du jamais vu dans l'histoire d'un pays. La Russie a pris les premières sanctions. Même Corée du Nord, ils n'ont jamais sanctionné Corée du Nord comme ça. L'objectif, c'était de détruire l'économie russe pour décapiter non seulement la Russie et transformer la Russie en petits États et faire chuter le pouvoir de Vladimir Poutine. Donc, le bannissement de la Russie au sein du système SWIFT, ils pensaient que c'était une bombe nucléaire et économique. Mais avec ça, la Russie a su amortir la sanction. Ils ont été surpris, ils ont dit, mais comment ça? Parce que quand ils se voient entre eux, pays européens, si ils utilisent une telle sanction à l'égard d'un pays européen, ce pays européen ne peut pas amortir cela. Ça sera une décadence totale. Mais la Russie a su amortir et a créé un système parallèle dans lequel les autres pays du monde passent pour commercer avec la Russie. Et donc pour eux, ils voient que ce qu'ils avaient pensé au début, mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc ils ont commencé à multiplier les sanctions, c'est-à-dire en confisquant les biens immobiliers, les biens matériels des élites russes qui avaient à peu près des biens partout en Occident. L'objectif, c'était de pousser les élites dont ils ont confisqué leurs biens à se révolter contre Poutine ou bien faire un coup d'État contre lui pour faire chuter son pouvoir. Mais le fait de confisquer ce truc, les Russes qui sont en Russie là-bas, ils étaient heureux. Ils ont dit, mais au lieu d'investir en Russie, vous avez pris votre argent, vos biens, vous avez envoyé ça en Occident. C'est bien que les Occidentaux ont bloqué. Et donc, du coup, les Occidentaux sont surpris. Poutine leur a dit, je vous ai dit d'investir dans votre pays. Vous avez préféré investir en Occident. Voilà, ils ont confisqué ça. Ça vous apprendra. La prochaine fois, là, vous n'allez plus investir là-bas. Vous n'allez plus acheter des châteaux, tout ça. Vous allez investir dans votre propre pays. Et donc, les Occidentaux sont surpris. Alors, ils ont élargi les sanctions, Mais ces mêmes sanctions sont contre-productives. Pourquoi je le dis? Parce que l'Occident n'était pas préparé à ça. Voici un continent qui n'a rien dans son sous-sol. Ça, c'est un. Donc, vous devez prendre ce paramètre. C'est-à-dire, pourquoi la Russie va gagner? La Russie va gagner parce que la Russie a tout chez elle. Et ce qu'elle n'a pas, elle peut obtenir ça auprès de ses partenaires qui sont très fiables. La Chine, l'Inde et un grand nombre de pays asiatiques qui sont en avance dans la technologie. Il faudrait que les gens le sachent. L'Iran, la Syrie et l'Arabie Saoudite qui refusent de condamner Moscou, mais qui se rapprochent de Moscou. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Occidentaux n'avaient pas calculé cela. Et donc, en sanctionnant la Russie, les Occidentaux payent cher. Pourquoi ils payent cher?
Non seulement ils payent cher parce que, un, ils doivent soutenir l'Ukraine en matériel militaire. Donc, qui dit soutenir l'Ukraine? L'Ukraine n'a pas d'argent pour payer. Toutes ces armes qui vont en Ukraine, là, c'est en crédit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Les usines de fabrication d'armes, elles ne donnent pas à crédit ces armes. Ce sont les États dans lesquels ces usines se trouvent, ce sont les États-là qui payent ces armes auprès de ces usines-là. Et donc, les usines, si par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a une usine qui fabrique les armes, et que le gouvernement ivoirien, Alassane Ouattara, dit, bon, dit à l'usine, je veux un tel nombre de trucs d'armes. L'usine dit à Alassane, ah, si tu veux là, il faut donner le jeton. Tu donnes le jeton, nous on te livre les armes. C'est pas parce que c'est fabriqué en Côte d'Ivoire et que l'usine appartient à la Côte d'Ivoire que l'État ivoirien va venir se servir comme bon lui semble. Non. Donc Alassane va dire, bon, écoutez, je veux tel type d'arme. Ils vont dire, bon, le total, ça fait tant. Donc l'État ivoirien met sa main dans les caisses de l'État pour payer. Parce que l'usine doit payer ses fonctionnaires. Elle ne doit pas produire les armes pour donner ça gratuitement, mais ils vont prendre quoi pour payer leurs fonctionnaires, pour payer leurs ouvriers. Et donc, l'État ivoirien met sa main dans les caisses de l'État pour payer. Et donc, c'est comme ça dans tous les États qui soutiennent l'Ukraine. Puisque l'Ukraine n'a plus d'argent, ne peut pas payer ses armes. Donc, chaque État de chaque pays qui soutient l'Ukraine est obligé de mettre la main dans la poche pour payer ses armes auprès de leurs propres entreprises. Pour converger ces armes sur le territoire ukrainien. Mais en dehors de ça, ils sont obligés de mettre la main dans leur poche pour soutenir la population ukrainienne sur le plan humanitaire et payer les fonctionnaires ukrainiens parce que les fonctionnaires ukrainiens ne vont pas être là sans être payés. Donc, il faut payer leurs fonctionnaires. Et donc, du coup, ils sont obligés de miser aussi, de payer l'addition. Ce qui est un grand coup pour leur propre budget d'État. Et donc, ça les atteint directement. Deuxième coup, ils ont décidé de bannir leur grande société qui était en Russie. Or, la Russie, c'est quand même 150 millions d'habitants. Et il y avait des entreprises européennes qui étaient vraiment ancrées au sein de la société russe, qui se sentaient bel et bien à l'aise. Les Américains ont mis la pression sur les pays occidentaux de demander à leurs entreprises de se retirer en Russie. Ce qui a été fait. Et donc, ça, c'est un coup dur pour les Occidentaux. Non seulement ils s'affaiblissent, parce que de nos jours, qu'est-ce que les gens y font? Mais les gens, ils luttent avec une torche pour pouvoir s'implanter à peu près partout dans n'importe quel pays pour faire du business. Maintenant, vous avez pu avoir un gros marché qui est la Russie. Et c'est l'Amérique qui vous dicte les règles de retirer vos entreprises. Mais en retirant vos entreprises, mais vous perdez. Non seulement vous perdez du côté de l'Ukraine en finançant l'État ukrainien et en payant des armes pour donner à l'Ukraine, mais en même temps, vous vous cassez les dents en retirant vos propres entreprises. Est-ce que vous comprenez même comment les Occidentaux ils perdent? Parce que ce qu'ils perdent là, ce n'est pas facile, ce n'est pas petit. Maintenant encore, ils prennent des sanctions qui les détruisent eux-mêmes. Pourquoi je le dis? Parce que ces sanctions qu'ils ont prises, c'est-à-dire en mettant l'embargo sur le pétrole russe, en disant que non, eux, ils ne veulent plus acheter du pétrole russe, ce qui augmente le prix du pétrole. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici en Occident, le prix du pétrole est élevé. Et maintenant, les gouvernements des États européens, pour remplir cela, ils sont obligés d'aller acheter du pétrole ailleurs. Or, ils gagnaient ce pétrole à bas prix auprès des Russes. Maintenant, quand ils s'en vont acheter ça ailleurs, ils payent ça le double. Ils payent ça au prix du marché. Donc, le prix du marché, là, c'est cher. Maintenant, quand ils payent ça là-haut, il faut transporter maintenant le pétrole. Il faut louer des trucs, des bateaux, des navires pour que le pétrole vienne. Mais quand ça vient là, lui qui te prête son navire, parce que tu dois donner son jeton. Donc, ce qui fait qu'il paye encore plus. Et dans ça là, c'est l'argent qui part. Donc, ils se dépouillent. Les Européens se dépouillent. Est-ce que vous comprenez même? Ils se dépouillent.
Mais la Russie, pendant ce temps, la Russie trouve d'autres marchés. C'est-à-dire, ils payent le pétrole russe, mais de façon interposée. C'est-à-dire, ils ont dit embargo sur le pétrole russe. Mais ils s'en vont acheter le pétrole auprès de l'Inde. L'Inde qui ne produit pas de pétrole, qui paye ça en Russie, eux, ils s'en vont payer ça auprès des Indiens. Donc, les Indiens disent, nous, par exemple, je donne un exemple, on a payé notre baril de pétrole à 50 €. Mais vous voulez payer ça dans nos mains? Mais écoutez, on vend ça à 100 €. Mais qui est Gaou? No pitié, une business. Qui est Gaou? Donc, lui, il a payé ça à 50 €. Tu veux payer ça dans sa main, mais il te vend ça à 100 €. Le baril. Et les Européens, c'est ce qu'ils font. Maintenant, pour transporter, là, il y a maintenant des trucs, des cargos, des pétroliers qui disent, bon, vous avez payé, nous, on peut transporter, mais pour le transport, là, ça coûte autant. C'est comme si tu payes ta voiture, tu mets ça dans un conteneur pour envoyer. Hein, lui qui t'a vendu la voiture, là, c'est pas lui qui met ça dans le conteneur pour t'envoyer. Pour mettre ça dans le conteneur, au port, là, mais tu as traité encore avec quelqu'un d'autre. Tu traites avec quelqu'un d'autre, et c'est lui là, c'est à ce quelqu'un-là, tu donnes le jeton, et puis il envoie truc, hein, ton conteneur, là où tu veux. Donc c'est comme ça. Et donc, au lieu de voir ce gaz, truc, ce pétrole venir par les éoloducs, non, ils préfèrent transporter du pétrole dans des navires. Souvent, ils s'en vont acheter ça aux États-Unis. Et les Américains pour envoyer ça en Europe. Mais il y a des sociétés privées qui ont des pétroliers qui transportent ce pétrole pour envoyer ça en Europe. Et donc, quand ça arrive en Europe, ça coûte cher. Et donc, les Européens, ils dépensent. Et du coup, ils ne comprennent plus rien. Le jeu dépasse leur entendement. Ils pensaient qu'ils allaient faire du mal à la Russie, mais ils se font du mal. La Russie n'a jamais eu tant d'argent depuis qu'elle a déclenché les opérations spéciales. Parce qu'elle manipule le coût du pétrole, des hydrocarbures, que ce soit gaz, que ce soit les céréales, que ce soit le pétrole. C'est la Russie qui décide. Il suffit qu'elle fasse autant et puis ça augmente. Ah tiens, c'est comme ça. Et quand ça augmente, mais l'argent rentre. Poutine est heureux. Est-ce que vous comprenez? Le problème encore, l'Occident met embargo, fait coalition et combat la Russie. Or, l'Occident a un problème d'énergie. L'Occident n'a rien dans son sous-sol. Est-ce que vous comprenez? L'Occident là n'a rien dans son sous-sol. Et donc, pour que l'Occident puisse survivre, il lui faut de l'énergie. Mais l'énergie là, ça y est en Russie. Est-ce que vous comprenez? L'énergie là, ça y est dans les pays qui sont alliés à la Russie. Vous prenez l'Algérie, il y a l'énergie. Vous prenez l'Iran, il y a l'énergie. Vous prenez le Venezuela, il y a l'énergie. Mais ces pays sont sous sanction. Je prends l'Iran et le Venezuela. Par l'égoïsme européen qui a mis sous sanction sur ces pays. Et donc, ces pays ne veulent pas livrer leur pétrole aux Européens. Soit ils lèvent les sanctions et puis ils trouvent du pétrole. Mais ces pays-là ne veulent pas trahir leur ami qui est la Russie, qui les soutienne dans leur moment difficile. Les Américains, d'ailleurs, ils sont allés au Venezuela pour négocier. Maduro a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas trahir Poutine. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enjeu est de taille. Oh, qui dit la Chine? La Chine aussi a des ressources dont les Occidentaux ne disposent pas. Parce que quand il dit énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie produite à travers le soleil ou le vent, ou bien énergie solaire, mais les matériels, ils gagnent ça, ou bien c'est en Chine. C'est la Chine qui vend ces matériaux. C'est-à-dire les terres rares. Pour fabriquer ce genre de trucs, il faut les terres rares. Mais les terres rares, là, l'Occident n'a pas ça. C'est la Chine qui a ça. La Corée du Nord qui a ça. Donc, pour avoir ça, là, ils sont dans l'obligation de traiter avec les Chinois et les Coréens du Nord. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux-mêmes, leur propre technologie pour se développer, pour s'alimenter en énergie, ils ont besoin d'aller vers la Chine. Oh, qui dit la Chine, dit l'allié de la Russie. Qui dit la Corée du Nord, dit l'allié de la Russie. Ah, tiens. Donc, vous comprenez que l'enjeu est de taille. Et les Occidentaux, non seulement ils s'aspicient politiquement, militairement parlant et économiquement parlant. Et donc, sur tous les fronts, Poutine gagne. Et donc, imaginons deux pays qui ont assez de ressources énergétiques, qui se coalisent, Chine et Russie. C'est-à-dire, la Chine a les terres rares. Et donc, les technologies d'aujourd'hui, de l'intelligence artificielle,
Pour faire ça, il faut les terres rares. Pour faire certaines choses. Ben, la Chine a ça. Maintenant, la Russie, elle a l'énergie. Donc, c'est donnant-donnant. La Russie, si elle veut les terres rares, la Chine lui livre les terres rares. Si la Chine veut du pétrole, du gaz, du charbon, la Russie les livre. Et donc, du coup, leur partenariat, ça se renforce. Leur partenariat, là, ça se renforce. Maintenant, ils enlèvent leurs entreprises de trucs de fabrication de trucs de véhicules en Russie. Mais ce n'est pas seulement en Russie, en Europe, qu'on sait fabriquer voitures. Les Chinois, ils savent fabriquer des voitures. Les Indiens, là, ils fabriquent aussi des voitures. Et donc, ils peuvent remplacer les entreprises occidentales de fabrication de voitures et conquérir le marché russe. C'est de ça qu'il s'agit. Et la plus grande communauté du monde se trouve du côté de la Russie. C'est-à-dire, les pays les plus peuplés du monde soutiennent la Russie. Ce sont les pays les moins peuplés là qui soutiennent l'Europe. Chine et Russie, Chine et Inde seulement là. Leur population, ça dépasse toute la population européenne, y compris la population américaine. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire la population chinoise plus celle de l'Inde. C'est la population européenne, quand on la met ensemble et qu'on met la population américaine ensemble, ça ne vaut pas la population chinoise et indienne. Donc, que ça soit en ressources humaines, en ressources technologiques et en ressources énergétiques, l'alliance Chine, Russie, Inde ont ça. Ressources humaines, mais ils ont des humains. Mais est-ce que c'est... ils sont peuplés. Ils ont ça. Ressources énergétiques, mais si c'est énergie, la Russie a n'importe quelle énergie que les gens cherchent sur cette terre. Ils ont ça chez eux. Ressources technologiques, tiens, la technologie dort chez les Chinois. Les Indiens, ils sont forts. Mais allez-y à la NASA. Ceux qui travaillent là-bas, là, ce sont les Indiens qui sont là-bas. Eux, là, ils sont forts. Les Américains les recrutent comme ça pour aller travailler. Et donc, il suffit que l'Inde mette une politique sur pied pour permettre aux jeunes Indiens de développer leur pays. Et puis, c'est fini. Donc, histoire de savoir, les Indiens ont ça, les Chinois ont ça, les Russes ont ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'enjeu qui se joue en ce moment. Et dans ça, là, cette confrontation-là, l'Occident ne peut pas gagner. D'ailleurs, la Chine a apporté son soutien officiel maintenant à la Russie parce que au début, on disait que la Chine était un peu ambiguë. Il y avait de l'ambiguïté au niveau du soutien chinois. Mais Xi Jinping et Poutine se sont appelés, ils disent, je te soutiens dans tous les domaines. Il dit coopération militaire. Il a dit coopération militaire. Ça effraie les Occidentaux. Il dit, ben, donc aussi, il y a la guerre entre l'Occident et la Russie. Est-ce que la Chine va venir? Ils sont là, ils demandent, mais vous demandez à qui? Ils disent que non, ils coopèrent dans tous les domaines. Même s'il n'y a pas d'accord militaire, il y a des accords stratégiques dans le domaine de la sécurité et tout. Donc, ils font ensemble des exercices militaires, tout en Chine et Russie. Donc, ils coopèrent déjà dans ce domaine. Donc, vous demandez, ils sont déjà en avance et ils ont dit leur relation là, personne ne peut briser ça. Ce qui veut tout dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu. Et Poutine a dit, il a dit dans ce nouveau monde dans lequel on rentre, seuls les pays forts pourront parler. Les pays moins forts seront toujours des colonies. N'auront pas leur mot à dire. Et donc, le monde de demain, là, les pays forts pourront s'exprimer. Et donc, lui qui veut être pays fort, qu'il cherche à être déjà indépendant. Poutine a été clair au forum de Saint-Pétersbourg, donc c'est le plus grand forum économique que la Russie organise. La Russie a dit le monde de demain là, le monde que les Occidentaux avaient conçu, il dit ce monde est fini, c'est terminé. Il a dit qu'il ne faut pas que les Occidentaux vont penser qu'ils vont encore imposer leur dictat, leur colonialisme au monde entier et que c'est fini. Le monde unipolaire est révolu. Nous sommes dans un nouveau monde multipolaire. Et où chaque État, chaque nation a le droit de défendre ses principes et ses valeurs.
ce ne sont pas d'autres États qui vont venir imposer quoi que ce soit aux autres. Donc, c'est ce combat-là Poutine mène. Donc, l'enjeu ukrainien, là, ça dépasse. Ça dépasse. Cette histoire d'Ukraine et puis truc, non, ça dépasse totalement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne voyez pas guerre entre l'Ukraine et la Russie. Non, non, non. Les pays occidentaux sont déjà co-belligérants. Vous pensez que l'Ukraine pouvait tenir sans l'aide occidentale américaine? Mais il faut se réveiller un bon matin. Il faut être dans un coma pour tenir de tels propos. L'Ukraine ne pouvait pas tenir 2 semaines seulement. L'Ukraine ne pouvait pas tenir sans l'aide occidentale. Avant même la Russie n'intervienne là-bas, les Occidentaux avaient rempli, ils avaient déjà donné des milliers de tonnes d'armes aux Ukrainiens. Et c'est ça qui a aidé les Ukrainiens. Et ils continuent toujours à donner toutes sortes d'armes aux Ukrainiens. Ils envoient aussi des mercenaires. Vous n'avez pas appris qu'ils ont arrêté des hauts gradés américains dans la région des trucs de Kharkiv? Ah oui, oui, 2 grands hauts gradés américains, ils ont été arrêtés là-bas. Et puis à Mariupol, vous avez vu les 2 Britanniques avec le petit Marocain. Mais les Russes ont dit, ils ont attrapé d'autres militaires qui parlaient français, ils parlent couramment français. Mais ils n'avaient pas de pièces d'identité sûres. Ils ne savent pas si ceux-là, ils sont français, ils sont de la France, Belgique ou la Suisse. Mais, à ce qu'ils sachent, ils parlent couramment français. Et donc, ceux-là, ils venaient d'où? Certainement des pays membres de l'UE, puisqu'ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas africains, ils sont européens. Mais ils parlent français. Mais de quel pays ils parlent? Qui ne veulent pas parler? Mais Poutine va les faire parler au goulag. Il va leur demander d'où ils viennent. Ils se jouent les durs d'abord. Mais ils finiront par avouer de quel pays ils sont issus. C'est très important. Et donc, malgré tout ça là, la Russie avance. Et ce monde-là, il pense que la Russie va perdre la guerre. Parce que les Ukrainiens, ils se sont donné une date. Ils disent non, ils pourront négocier en août. Quand l'Ukraine aura fini de lancer son contre-offensive. Mais ils sont dans un rêve. C'est-à-dire les Européens et les Ukrainiens, ils sont convaincus qu'ils vont remporter la victoire face à la Russie. Ils ne comprennent pas. Mais parmi eux, beaucoup comprennent déjà que sur le plan militaire, il est très difficile de battre la Russie. Sur le plan économique, ils ont échoué. Sur le plan géostratégique et géopolitique, les Européens ont voulu magouiller, ils ont mis la pression sur plusieurs pays pour que ces pays se rallient aux Européens pour condamner la Russie et couper les liens avec la Russie. Mais est-ce que le monde entier a suivi? Même Afrique qui est Afrique là. Afrique qui est Afrique et puis on se prend là-bas pour dire on est trop aligné sur l'Occident là. Les Africains ont su dire non. Ils ont su protéger quand même leur intégrité, leur dignité. Ils ont dit non, non, cette fois-ci, on ne va pas vous suivre. Donc, si Afrique qui est Afrique a dit non là, ce ne sont pas les pays qui sont puissants là qui vont dire oui, oui, oui. Donc, il y a même des milliers de pays de l'Amérique latine qui ont refusé de condamner la Russie. En Asie, on n'en parle pas. Au Moyen-Orient, je n'ai pas vu un pays du Moyen-Orient condamner la Russie. Dites-moi le nom d'un pays qui est au Moyen-Orient, un pays arabe qui a condamné la Russie. Ça n'existe nulle part. Je dis bien un pays arabe du Moyen-Orient qui a condamné la Russie et qui a respecté l'embargo. Vous connaissez le nom d'un pays? Même l'Arabie Saoudite n'a pas accepté. Le Liban ne l'a pas fait. La Syrie non plus. Qui encore? Le Qatar? Les pays ont refusé, les pays du Moyen-Orient ont refusé. En Asie, on n'en parle pas. Les Européens, ils étaient surpris, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui nous arrive? Parce qu'ils pensaient que ils ont mené une diplomatie offensive. Ils se sont déplacés même pour aller frapper chaque porte de chaque pays du monde pour que ces pays se retournent contre la Russie. Mais ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Alors ils ont commencé à comprendre. Beaucoup ont compris ici en Europe que non, sur le plan géostratégique et géopolitique, ils ne peuvent pas isoler la Russie. Sur le plan militaire, ils ne peuvent pas battre la Russie. Et sur le plan économique, ça a été déjà un échec face à la Russie. Et donc, qu'est-ce qui reste?
Mais d'autres sont convaincus que non, l'Ukraine va remporter la victoire. D'autres comprennent déjà. Ils ont dit, le fait de durer ou bien armer l'Ukraine, ça va pousser la violence encore à s'élever. Et les Russes vont encore prendre du terrain. Et donc, des gens commencent à comprendre. Ils ont dit, avant que la Russie n'attaque Odessa, engagez les négociations. Avant que Odessa ne soit dans le viseur de la Russie, de la Fédération de Russie. Parce que si Odessa est pris, c'est fini pour l'Ukraine. Les pays membres de l'UE, eux-mêmes, ils vont fuir l'Ukraine. Ils vont dire non, non, non. Candidature, oui, bien sûr, mais ils vont commencer à faire du chantage. Vous ne remplissez pas telles conditions. On ne peut pas vous accepter dans l'UE. Eux, c'est Odessa, c'est la mer Noire, là, ils regardent en fait. Tant que la mer Noire, une partie est contrôlée par les Ukrainiens, ils vont vouloir intégrer l'Ukraine dans l'OTAN pour avoir accès à la mer Noire et venir fatiguer les Russes. C'est ça qui est dans leur tête. Mais si les Russes prennent le contrôle total de la mer Noire et bannissent les Ukrainiens de là, mais les Européens eux-mêmes, ils vont dire, bon, l'Ukraine est candidate au sein de l'UE, mais l'Ukraine ne remplit pas les conditions, donc ils ne peuvent pas accepter l'Ukraine. Ils vont faire ces chantages et puis pour finir, ils vont dire non, ils retirent la candidature de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, des gens commencent à élever leur voix pour dire il faut négocier, il faut engager. Vous savez, Macron, Scholz et Draghi, quand ils sont partis, officiellement, ils ont dit non, ils espèrent une victoire militaire de l'Ukraine sur le terrain. Mais le fond, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit au grand jour, c'est qu'ils ont mis pression sur Zelensky de négocier avant qu'il ne soit trop tard. Parce que eux, ça leur coûte cher. Ils veulent que la guerre prenne fin parce que le fait de miser, soutenir l'Ukraine, ça leur coûte cher. Ils ne peuvent plus. Ils veulent une relation normale avec la Russie. Voilà ce que les gens ils disent maintenant en Occident. Ils veulent reprendre les relations avec la Russie parce qu'ils voient que ça ne va plus. Ça ne va plus. Cette confrontation avec la Russie, ça leur coûte cher. Et la Russie se fait beaucoup d'argent. Ce qu'ils n'avaient pas prévu. Donc, eux, ils veulent reprendre les négociations et faire du commerce avec la Russie. Et donc, les Ukrainiens n'ont qu'à vite faire pour prendre du terrain. Et donc, ce que Zelensky a dit, il dit non, en août, il va relancer les négociations. Mais en août, bon, s'il te reste encore grande chose à négocier, sinon d'ici août, là, vraiment, c'est encore 2 mois, juillet, août. En un mois, là, d'autres villes peuvent tomber. Je dis en un mois, d'autres villes peuvent tomber. Et donc, Zelensky, vraiment, il n'a qu'à revoir. Donc, voici ce qui se passe en réalité. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc, sur le plan énergétique, l'Europe n'a pas d'énergie. Que ce soit les centrales nucléaires. Centrales nucléaires, il n'y a pas de souci, mais il faut alimenter ça. On alimente ça avec quoi? De l'uranium. Mais l'uranium, là, ce n'est pas celui du Niger seulement qui va alimenter. Parce qu'en Europe, ici, ce n'est pas seulement la France qui a le nucléaire. Il y a la Belgique, il y a la France, il y a le Pays-Bas, il y a plusieurs pays qui ont le nucléaire. Il y a l'Allemagne, je dis l'Allemagne, l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la Grèce. En tout cas, ils sont nombreux. Mais tous ceux-là, ils ont, parmi eux-là, ce n'est pas tout le monde qui a colonie. Est-ce que tous ces pays-là, eux tous, ils ont colonisé pour avoir leur colonie là-bas, pour dire, bon, ils ont occupé des terrains africains, donc ils vont voler l'uranium. Non. C'est la France qui a quelques trucs avec peut-être la Belgique sur le Congo, et puis ils pillent là-bas. Mais en dehors de ces pays-là, les autres pays-là, eux là, leur uranium là, ils font comme. C'est la France qui leur donne un peu. Et donc, ce que la France puise en Afrique, ça ne suffit pas, non seulement à toute la France, et la France revend de l'uranium. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La Russie livre une très grande partie de l'uranium enrichi aux pays occidentaux. Et ils prennent ça pour faire leur énergie, pour faire tourner leur centrale nucléaire. Ils parlent des trucs du pétrole, du gaz, du charbon, mais ils ne parlent jamais du truc de l'uranium que la Russie leur vend. Parce qu'ils ne veulent pas toucher ce côté-là. Ils coupent tout, mais ils ne parlent jamais de ça. Mais si Poutine veut couper tout, eux, ils vont faire comment? Mais ça sera l'obscurité parce que ce n'est pas leur énergie éolienne. Mais éolienne, leur énergie éolienne. Si la Chine dit, bon, je ne vous donne plus
ces trucs, ces terres rares pour fabriquer ça. Ils sont foutus. Donc, dans leur confrontation, ils ne sont pas bêtes, ils réfléchissent. Les Américains, leur 40% de leur énergie, ça provient de la Russie, parce que c'est la Russie qui leur vend de l'uranium enrichi. Parce que l'uranium enrichi, ce n'est pas n'importe qui peut produire ça. Non seulement c'est contrôlé, l'AIE, l'Agence internationale du truc de l'énergie, contrôle, c'est comme une police. Tu ne peux pas manipuler l'uranium comme ça parce qu'ils vont te suspecter de vouloir faire bombe nucléaire. Et donc, ceux qui produisent ça, ils sont peu. Il y a des pays qui ont la technologie, mais qui ne peuvent pas aller produire ça. Ils sont obligés de coopérer avec d'autres pays qui ont l'expertise et tout. Les Turcs, ils ont des centrales nucléaires, mais pourquoi ils demandent aux Russes de venir construire des centrales nucléaires? Parce qu'ils n'ont pas la technologie pour construire des centrales nucléaires. Ils ont besoin de la technologie de d'autres pays qui maîtrisent ça. Mais quand la Russie va faire ça, c'est la Russie encore qui va leur vendre l'uranium enrichi aux Turcs pour qu'ils produisent leur courant. Est-ce que vous comprenez? La Pologne, tous ces pays-là, leur centrale nucléaire, c'est la Russie qui leur donne. Ils crient, ils font un truc, ils remisent sur les terres, ils font n'importe quoi. Mais la Russie leur donne dans beaucoup de choses. Donc eux-mêmes, ils savent que cette guerre-là, ils ne vont pas gagner ça. Ils commencent à saigner, ils commencent à comprendre. Vous qui êtes aux États-Unis, là, le litre de truc, du pétrole, ça coûte combien? Essence, c'est pas 5 $. Mais auparavant, avant ça, c'était $1. Mais maintenant, c'est 5 $. Mais j'ai appris même que non, c'est 15 $ maintenant. 15 $. Un litre d'essence aux États-Unis, 15 $. Donc, vous allez saigner beaucoup. Ah oui, mais c'est comme ça. Puisque les Américains payaient une partie de leur pétrole auprès des Russes. Donc, ils ont coupé, ils ont embargo, mais ce pétrole, ça manque. Donc, du coup, le prix augmente aux États-Unis. Un litre d'essence aux États-Unis, 15 $. Ah tiens, quand tu convertis ça en francs CFA, c'est comme si tu payais au moins 9 000 à 10 000 un litre d'essence. Est-ce que toi qui es en Côte d'Ivoire là, tu peux accepter, imaginons aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, le litre d'essence, ça coûte un truc 9 000 francs. Mais c'est Gbagba c'est Niagara en Côte d'Ivoire en même temps. Là, il n'y a plus question de dire, c'est mon candidat, comment on appelle ça même? C'est mon leader. Tu vas voir tes intérêts tout de suite menacés. Tu vas dire, mais mon leader, il a foutaise. Je le soutiens, mais lui, il veut que ma femme meure, mes enfants. Mais il t'a tassini. Mais mon tassi, il veut qu'on dise ça comme. Donc, tu vas mettre tes intérêts au-dessus même de l'amour de soi-disant ton leader ou bien ton candidat. Ah tiens, ou bien de ton parti politique. Mais c'est ce qui se passe aux États-Unis. Des gens, ils pleurent. Ils prennent un truc en photo, caméra, ils payent et puis ils pleurent. Et puis Joe Biden dit non, c'est Poutine. C'est Poutine qui fait ça. Regardez-moi des conneries comme ça. Il dit c'est Poutine, mais il ne dit jamais la vérité. Il ne dit pas que non, c'est nous, on a sanctionné. Et donc, c'est le boomerang de nos sanctions qui nous frappe. Mais il dit non, c'est Poutine, c'est Poutine. Donc, voilà dans quoi ils sont. En Occident, tout augmente à tir. Tout augmente. Litre de truc, c'est 1,80 €. Mais dans peu de temps, ça va atteindre 3 €. Un litre d'essence, qui était 1 € là, c'est maintenant 2,80 €. Dans peu de temps, ça va atteindre au moins 3 €. Dans 3 € là, vous pensez que les citoyens européens, ils vont rester calmes? Mais ils vont commencer à s'élever, crier. Mais ce n'est pas seulement truc, l'essence. Il y a le gaz, la facture du gaz. Puisque la Russie vient de couper... c'est eux qui disaient que non, sans le gaz, la Russie n'est rien. Vous n'avez pas entendu ça? Qui parmi vous n'a jamais entendu ça? Que la Russie, les Européens vont sanctionner les Russes. Que c'est le pétrole et le gaz qui donnent l'argent à Poutine. Voilà pourquoi il fait le malin. 6e paquet de sanctions. 7e paquet, là, on négocie déjà. Hein, le gaz, on va couper le gaz. Poutine a dit, bon, vous avez coupé le pétrole. Est-ce que ça a arrêté son opération militaire? Au contraire, ça continue. Il gagne beaucoup d'argent. Il dit, bon, 7e paquet de sanctions, là, ça y est, en cours, ils sont là négocier. Il dit, bon, ne négociez pas. Moi-même, là, je vais vous faciliter la tâche. Lui-même, il coupe. Ils sont étonnés. Ils disent, mais, comment ça?
À la télévision, j'ai regardé aujourd'hui. Ils sont surpris. À la télévision aujourd'hui, ils sont surpris. Ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais c'est le pétrole, le gaz qui permet à Poutine, à la Russie de fonctionner. Et que si les Européens coupaient ça, c'était fini, ça allait détruire l'économie russe. Mais ils sont surpris de voir les Russes eux-mêmes couper le gaz. Ils sont surpris de voir les Russes couper le gaz. Donc, ils ne comprennent plus rien. Ça veut dire que les gens ont passé tout leur temps à mentir en disant que non, l'économie russe se basait uniquement sur l'énergie. Certes, ils ont beaucoup d'énergie, ils vendent. Tu ne peux pas avoir quelque chose et puis ne pas vouloir vendre. Ils vendent. Mais en dehors du gaz, du pétrole et du charbon, ils ont d'autres ressources. Ils ont d'autres choses qu'ils commercialisent. Donc l'Occident a menti en faisant croire aux gens que non, si le gaz russe, le pétrole russe et le charbon étaient coupés embargo, c'était fini pour la Russie. Voilà, parce que c'est un pays qui a le PIB comme l'Italie ou le truc en Espagne. Mensonge. Eux-mêmes, ils sont surpris. Maintenant, c'est eux-mêmes parce que, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient mettre ça profondément à Poutine. Leur objectif, ils voulaient profiter de l'été pour remplir leur stock de gaz à 80% ou à 100%. Comme ça, avant l'année prochaine, ils allaient dire, bon, on ne veut plus de gaz russe. Ils allaient prendre une sanction au sein de l'UE pour dire, nous, on ne veut plus de gaz russe. Pour eux, c'était de faire du mal à Poutine. Poutine, il voit ça. Il dit, mais vous êtes belliqueux. Vous refusez de payer mon gaz, mais je fais quand même, je vous laisse. Et c'est vous qui vous montrez les gros dos, vous remplissez vos réservoirs, vos stocks. Il dit, bon, je vais couper ça. Il a commencé à couper. Il a coupé, ils sont paniqués. Ils disent, mais on n'a pas encore fini, ils n'ont pas encore fini de remplir leur stock. C'est déjà coupé, ça va être dur pour l'hiver. Ah, donc Poutine n'a qu'à vous regarder, vous allez bien remplir. Au moment où vous êtes maintenant prêt là, vous allez dire, mais on coupe, maintenant vous allez vous montrer comme les gros bras. Non, non, non. Il dit, c'est lui-même, il facilite la tâche. Couper. Donc, il coupe. Il dit, bon, je n'ai plus besoin de votre argent. Je ne vous donne plus mon truc, mon gaz. Vous ne voulez pas mon pétrole. Alors, mais je ne vous donne plus mon gaz. Démerdez-vous. Et c'est eux maintenant qui sont euphoriques, ils sont fâchés, ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Voici le vrai danger de l'Europe. Les Européens, ils pensaient que non. Poutine ne pouvait pas s'en passer. Donc, voici un peu. Bon, je vais devoir vous laisser. C'était l'incontournable, bien compris. Exactement. Amani, voilà, il y a des espions partout. Donc, il a anticipé, selon ces informations, pour montrer aux Européens. Il a diminué même pour l'Allemagne. Ouais, il a réduit. Pour l'Allemagne, il a coupé totalement. Pour la France, il a réduit pour les Italiens. Voilà l'information d'aujourd'hui. Donc, ils comptaient sur ça pour remplir leur stock, leur réservoir. Non, non, Poutine a dit, c'est pas sur mon gaz, vous allez fafaronner. Vous allez, non, 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 je n'ai plus besoin de votre argent. Il a diminué même pour les Allemands. Il a coupé pour les Français. Il a diminué pour les Italiens. C'est une manière de leur faire comprendre que non. S'il continue, il va couper totalement pour l'Allemagne et l'Italie. Il va détruire leurs industries. Parce que c'est sur le gaz, il compte et puis il fabrique non, les sociétés. Là. Il va couper, il va détruire ça. C'est eux qui veulent faire sombrer les Russes. Et les Russes sont capables de les détruire, de les nuire en coupant totalement le gaz. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas être prêts. Il ne va pas les laisser pour qu'ils soient prêts. Lui, il coupe ça avant qu'ils ne soient prêts. Et donc, du coup, ça sera la débandade totale. D'ici, ils vont rétablir ça. Ils vont perdre des milliers de milliards. Et c'est ça. Et c'est là qu'ils vont regretter leur soutien à l'Ukraine. Ils vont dire, ah, si on savait, si on restait dans notre coin là, est-ce que ça allait arriver? On a cherché, on a trouvé. Voilà le problème. Donc, voici un peu ce qui se passe. Donc, non seulement l'Ukraine, pour signer un accord de paix, doit accepter de céder son territoire.
La Russie ne peut pas faire un tel sacrifice, a perdu assez de soldats, des matériels militaires et a conquis un territoire. Et vous allez dire non, ils n'ont qu'à se retirer de ce territoire. Ben, vous rigolez, ils vont pas, c'est leur butin de guerre. Ils vont jamais se retirer de là. Le sacrifice qu'ils ont fait là, c'est ça, c'est ça. Ils vont confisquer ça. Est-ce que de vous à moi, vous allez accepter ça? C'est-à-dire, tu envoies tes étudiants, vous prenez un territoire, tu perds des hommes, tu perds des matériels, et puis on dit, bon, au nom de la paix, quittez là-bas, allez-y, toi tu vas accepter, tu vas dire, non, 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 là où je suis arrêté, et puis tu dis, on n'a qu'à signer paix là, on n'a qu'à trouver paix là, c'est là, tu me laisses là, là où toi tu es, tu restes là-bas. Dans le cas contraire, on continue le Niaga. Si tu ne veux plus de Niaga, alors on signe. Tu me laisses, tu abandonnes là où je suis. Là, je contrôle le territoire que j'ai conquis. Maintenant, là, tu restes là-bas où tu es. Et puis, il y a un accord de paix. Donc, voici un peu, on est ensemble. Prenez bien soin de vous. C'était l'incontournable guerre complet. Ciao.